Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 19 juin 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Génocide contre Gaza, martyrs et plusieurs blessés dans des agressions sionistes nocturnes. Agression sioniste contre le Liban, le bilan s'alourdit à 3 930 martyrs et 11 906 blessés. L'entité sioniste poursuit son agression. L'Algérie retirée de la liste grise du groupe d'action financière Gafi. Les détails dans ce journal. Iran, États-Unis, pourparlers annulés, signature de l'accord reporté, élément de réponse dans ce journal. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec la situation dramatique en Palestine occupée. Un Palestinien est tombé en martyr et plusieurs autres ont été blessés jeudi soir dans une série d'attaques menées par les forces de l'occupation sioniste dans différentes zones de la bande de Gaza, a rapporté ce vendredi l'agence de presse Wafa. Plusieurs autres Palestiniens été également blessé lorsqu'un drone de l'armée sioniste a frappé une maison près de la mosquée à Souna, dans le quartier de Tunnel au nord de la ville de Gaza. Et justement, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 018 martyrs et 173 273 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, à Gaza, 1007 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3165 autres ont été blessés, tandis que les corps de 784 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et les habitants de la bande de Gaza méritent de retrouver leur dignité et pas seulement de survivre avec le strict minimum, appelé dès jeudi 18 juin le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Nous ne pouvons permettre que le comble de notre ambition et de notre volonté soit un monde dans lequel les enfants ont assez de calories pour survivre et éviter des bombardements constants, tout en ayant toujours faim, en étant mordus par les rats, sans abri et sans accès à l'école. Nous ne pouvons pas permettre que notre ambition et notre volonté atteignent le sommet d'un monde où les enfants disposent de suffisamment de calories pour survivre et sont épargnés par les bombardements constants, tout en restant affamés. Et la Ligue islamique mondiale a fermement condamné vendredi l'escalade des attaques menées par des colons sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, dont celle ayant visé la grande mosquée du village de Jaljelia, ainsi que la mosquée Al-Farouk au nord de la ville de Ramallah. Dans un communiqué, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Cheikh Mohammed Ben Abdelkarim Al-Issa, a dénoncé la vague croissante de violences perpétrées par les colons sionistes contre les Palestiniens, leurs biens et leurs lieux saints en Cisjordanie occupée. Il a souligné que ces actes constituent une grave violation du caractère sacré des lieux de culte ainsi que de l'ensemble des lois et normes internationales et humanitaires. Et plus de 60 000 fidèles palestiniens ont accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, Al-Quds occupée, malgré les restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste, a indiqué le département des biens religieux islamiques Waqf Al-Quds. D'après cette même source, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rendus sur l'esplanade de la mosquée dès les premières heures de la matinée pour participer à la prière hebdomadaire en dépit des contrôles et des mesures de sécurité renforcées imposées par les forces sionistes aux portes de l'enceinte et dans les environs de la vieille ville. Selon les autorités religieuses palestiniennes, les forces d'occupation continuent depuis 3 ans de limiter l'accès à la mosquée Al-Aqsa pour de nombreux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Et direction le Liban à présent, où au moins 18 personnes sont tombées en martyrs et 33 autres ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans des frappes de l'armée sioniste dans le sud du Liban, selon un bilan communiqué par le ministère libanais de la Santé. Ces frappes ont touché au moins 10 localités à proximité de la ville de Nabatieh, dans le sud du Liban, dont celle de Harouf, a de son côté précisé l'Agence nationale d'information libanaise. Et le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban depuis le 2 mars dernier s'est alourdi à 3 930 martyrs et 11 906 blessés, a annoncé jeudi le ministère libanais de la Santé. Selon la même source, ce nouveau bilan intervient dans un contexte de poursuite des raids de l'entité sioniste visant le Liban, où les autorités et plusieurs organisations humanitaires mettent en garde contre une détérioration de la situation humanitaire et sanitaire. Il est à noter que l'armée sioniste poursuit ses agressions contre le Liban malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Ils espéraient retrouver un semblant de normalité après des mois de déplacements forcés, mais au Liban, le retour chez soi n'aurait été qu'une parenthèse de courte durée. L'entité sioniste ne semble pas mettre fin aux hostilités sur l'ensemble des fronts. Commentaire Naïla Hamouda. Des voitures chargées à la hâte et des routes du sud du Liban qui se remplissent de déplacés. À peine retournés chez eux, qu'aussitôt les Libanais se voient dans l'obligation de replier bagages. Après avoir cru à une accalmie et au retour de la stabilité, les habitants du sud du Liban font face à une nouvelle vague de frappes sionistes, une réalité brutale qui vient anéantir l'espoir suscité par l'annonce d'un cessez-le-feu présenté comme global. Dans plusieurs localités de la région de Nabatieh, les explosions ont de nouveau résonné. Les habitants racontent une peur permanente, alimentée par les ordres d'évacuation successifs et l'incertitude qui entoure leur avenir. Nous venions à peine de partir pour le sud du Liban et étions heureux d'assister aux commémorations d'Ashura en l'honneur d'Abu Abdallah al-Hussein. Lorsque nous sommes repartis et qu'ils nous ont menacés, ce n'est pas juste. Quand sommes-nous censés vivre? Quand sommes-nous censés être heureux? Un témoignage qui résume à lui seul le sentiment d'épuisement qui gagne les populations. Moins de 48 heures après la signature de l'accord conclu entre Washington et Téhéran, accord qui prévoyait pourtant une cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, l'escalade militaire sioniste connaît un nouveau regain. Selon le ministère libanais de la Santé, les frappes menées dans la nuit de jeudi à vendredi ont fait au moins 21 morts et 39 blessés. Pendant ce temps, les négociations prévues entre les États-Unis et l'Iran en Suisse ont été reportées, faisant craindre un nouvel enlisement diplomatique alors que la situation sécuritaire continue de se dégrader sur le terrain. Le maintien des forces sionistes sur le territoire libanais, combiné à l'intensification des frappes, alimente les craintes d'une escalade prolongée. Sur le terrain, les habitants du Liban du Sud ont le sentiment d'être les premiers à payer le prix d'une guerre qui ne dit pas son nom. Alors que les efforts diplomatiques peinent à produire des résultats concrets, une question demeure: comment parler de cessez-le-feu lorsque les habitants continuent de fuir leurs maisons sous les bombes? Toujours au Liban, le président libanais Joseph Aoun a condamné ce vendredi une escalade dangereuse à la suite de l'intensification des frappes sionistes meurtrières sur le Liban. Selon Aoun, ces frappes s'attaquent à tous les efforts en cours pour consolider le cessez-le-feu et mettre fin à la guerre, en particulier à la lumière des récents développements entre les États-Unis et l'Iran, qui ont signé mercredi un protocole d'accord pour la cessation des opérations militaires dans la région du Moyen-Orient. Et la ministre britannique du Développement international a appelé jeudi 18 juin à ce que l'entité sioniste se retire du sud du Liban afin que les familles déplacées par 3 mois de guerre puissent rentrer chez eux. Israël doit absolument se retirer du sud Liban et les déplacements de population, nous le savons partout dans le monde,
provoque d'immenses bouleversements. Il entraîne la perte de leurs réseaux sociaux et des liens qui unissent leur communauté. C'est le problème que l'on observe partout avec les déplacements de population. Nous le constatons aujourd'hui même chez de très jeunes enfants, ici au Liban. C'est pourquoi nous voulons créer les conditions propices au retour des populations chez elles, afin qu'elles puissent vivre en sécurité et avoir la certitude de pouvoir rester chez elles durablement. Cela signifie que les accords conclus doivent être concrets, appliqués et pérennes. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour nous en assurer. Dans le reste de l'actualité de ce journal, l'Algérie a été retirée ce vendredi de la liste grise du groupe d'action financière GAFI lors de sa réunion au siège de l'OCDE à Paris. La décision de retrait de l'Algérie de la liste des juridictions faisait l'objet d'une surveillance renforcée. Liste grise a été adoptée à l'unanimité par les membres de la plénière du GAFI réunie à Paris. Cette session historique a été marquée par la participation de la délégation algérienne conduite par le ministre algérien des Finances, Abdelkrim Bouzeret, et le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebou, témoignant ainsi de l'importance stratégique accordée par les plus hautes autorités de l'État aux enjeux liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Autre information, le groupe des ambassadeurs africains à New York a plébiscité à l'unanimité l'ambassadeur Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies en tant que prochain président du Conseil économique et social des Nations Unies, illustrant avec force l'unité continentale. Cette décision historique a été prise jeudi lors d'une réunion au niveau des représentants permanents présidée par la représentante permanente du Malawi en sa qualité de présidente du groupe africain. L'ambassadeur Benjama devrait officiellement prendre la tête du Conseil à partir de la fin du mois de juillet 2026 jusqu'en juillet 2027, après son élection par l'ensemble des États membres lors de la réunion prévue le 23 juillet prochain. Et l'Algérie a lancé jeudi à Accra un appel renouvelé et sincère en faveur d'une reconnaissance internationale explicite par les organisations onusiennes et les anciennes puissances coloniales du caractère systématique et criminel des pratiques liées à l'esclavage et au colonialisme. Iman Marat. Plus de 2 siècles après l'abolition de la traite transatlantique, la question des réparations demeure au cœur des revendications africaines. Réunis à Accra, responsables politiques, experts et représentants d'institutions internationales ont remis sur la table de discussion un dossier longtemps relégué au second plan, celui de la justice historique pour les peuples africains. Au nom du président Abdelmajid Tebboune, le président du Conseil de la Nation Azouz Nasri a porté la voix de l'Algérie lors de cette conférence de haut niveau consacrée à la réparation des préjudices liés à l'esclavage et à la domination coloniale. Dans un contexte marqué par une mobilisation croissante du continent sur les questions mémorielles, le président du Conseil de la Nation a salué la reconnaissance par les Nations Unies de la gravité exceptionnelle de la traite transatlantique, une évolution qui renforce les démarches engagées par plusieurs pays africains pour obtenir une reconnaissance plus claire des responsabilités historiques. Depuis Accra, nous appelons à nouveau à consacrer la reconnaissance internationale de la criminalisation explicite du caractère criminel de l'esclavage et du colonialisme qui ont pris pour cible l'Africain. Pour Alger, la question dépasse le simple devoir de mémoire. Elle touche également aux conséquences économiques, sociales et humaines qui continuent d'affecter de nombreuses sociétés africaines. D'où l'appel renouvelé à inscrire les réparations au cœur des discussions internationales sur l'équité et le développement. Dans son intervention, Azouz Nasri a également rappelé l'engagement précoce de l'Algérie sur ce dossier. Dès 2015, Alger avait accueilli une conférence internationale consacrée aux crimes coloniaux en Afrique, dont les conclusions ont servi de cadre de réflexion pour plusieurs initiatives africaines en faveur de la mémoire, de la restitution du patrimoine culturel et de la reconnaissance des injustices du passé.
Cette action s'est poursuivie au sein de l'Union africaine avec l'adoption d'une proposition algérienne visant à consacrer une journée continentale à la mémoire des victimes de l'esclavage, du colonialisme et de l'apartheid. Depuis Accra, l'Algérie réaffirme ainsi sa conviction. La réconciliation avec l'histoire passe par la reconnaissance des faits, la préservation de la mémoire et la réparation des préjudices. Un combat que de nombreux pays africains considèrent désormais comme un enjeu majeur de souveraineté, de dignité et de justice pour les générations présentes et futures. L'Algérie a exprimé jeudi sa profonde indignation et sa ferme condamnation suite à l'attaque terroriste perpétrée contre l'aéroport international Diouriamani de Niamey au Niger, a indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. En cette douloureuse circonstance, l'Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement nigérien face à cette attaque odieuse qui vise à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Niger frère. L'Algérie réitère également son soutien aux autorités nigériennes dans leurs efforts et leur lutte contre le terrorisme, ainsi que son engagement en faveur du renforcement de la coopération bilatérale et régionale pour faire face à cette menace qui pèse sur la paix et la sécurité dans notre espace commun. Parlant coopération à présent, une délégation de la société Naftal a entamé une mission de travail au Niger à l'invitation de la société nigérienne du pétrole Sonidep pour examiner les perspectives d'investissement et de partenariat entre les deux parties. Selon le communiqué de la société publique, le programme de la visite prévoit dans les prochains jours plusieurs réunions avec des acteurs et institutions du secteur ainsi que des visites techniques de terrain afin d'approfondir les consultations en cours et d'identifier les domaines de coopération et d'investissement prioritaires, conclut le communiqué de Naftal. Un mot sur la santé à présent. Le bilan de l'épidémie d'Ebola en cours en République démocratique du Congo a dépassé les 200 morts alors que la maladie continue de se propager dans l'est du pays. Selon un rapport de situation publié jeudi par le ministère de la Santé, il est à noter que les autorités sanitaires ont indiqué que le nombre de cas confirmés continuait d'augmenter d'une semaine à l'autre, traduisant une transmission communautaire persistante. Et justement, la transmission de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo s'accélère malgré le renforcement des mesures de riposte sanitaire indiquées ce vendredi. L'Organisation mondiale de la santé, pour appuyer la riposte de la RDC, l'OMS a déployé plus de 115 experts dans les zones sanitaires touchées et acheminé plus de 110 tonnes de matériel d'urgence. Toujours en Afrique, le gouvernement japonais a approuvé ce vendredi la prolongation d'un an de la mission des membres des forces d'autodéfense déployées dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. S'exprimant après la réunion, le ministre japonais de la Défense a indiqué que cette prolongation permettra au Japon de continuer à jouer un rôle actif dans les efforts de maintien de la paix de l'ONU, soulignant également son importance pour la consolidation d'un environnement sécuritaire plus stable pour le pays. Et à peine signé, le protocole d'accord entre Téhéran et Washington est vraisemblablement menacé. Il devrait faire l'objet d'une réunion aujourd'hui en Suisse. Une réunion finalement reportée, jetant le flou sur l'avenir des négociations. Les détails avec Safwan Ben Sabel. C'est l'un des accords les plus fragiles de la diplomatie récente. À peine signé, le mémorandum entre l'Iran et les États-Unis est déjà menacé. La réunion prévue aujourd'hui à Bürgenstock en Suisse, entre Américains et Iraniens, pour un premier cycle de pourparlers dans le cadre du protocole d'accord signé cette semaine, a été finalement reportée in extremis, assombrissant les perspectives d'une trêve durable. Le chef de la diplomatie suisse a annoncé le report de la rencontre très attendue après qu'un porte-parole de la Maison-Blanche ait annoncé dans la nuit que le vice-président américain J.D. Vance ne se rendrait plus au pourparlers.
La réunion devait officialiser le mémorandum signé à distance par les deux parties et lancer le processus de négociation de 60 jours, durant lequel Téhéran et Washington sont censés parvenir à un accord définitif sur des questions sensibles et complexes, telles que le programme nucléaire iranien, enjeu central des négociations. Un responsable américain a toutefois confié que le report de la réunion pourrait être lié aux objections de l'Iran concernant les violations sionistes du cessez-le-feu au Liban, où les combats se poursuivent. En effet, l'Iran insiste sur ce dernier point et exige qu'un cessez-le-feu total soit respecté dans le pays du Cèdre, conformément aux dispositions du protocole d'entente, tandis que l'entité sioniste affirme vouloir maintenir son occupation illégale du sud libanais. Dans le dossier iranien de ce journal, le vice-président américain J.D. Vance a annulé son déplacement prévu en Suisse. La Maison-Blanche a confirmé que les discussions techniques et diplomatiques visant à formaliser le récent protocole d'accord de paix avec l'Iran sont remportées. Et l'Iran a officiellement confirmé qu'il renoncerait aux frais de passage dans le détroit d'Ormuz pour les navires de commerce pendant une période de négociation de 60 jours. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec les États-Unis pour apaiser les tensions dans la région. Toujours dans le même contexte, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a salué la signature du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Sport à présent, avant de clôturer ce journal, la sélection nationale a effectué jeudi, en fin d'après-midi, une nouvelle séance d'entraînement aux États-Unis dans le cadre de sa préparation du match face à la Jordanie. Indiqué ce vendredi à communiqué de la Fédération algérienne de football, la rencontre est prévue mardi à 4h algérienne à San Francisco pour le compte de la deuxième journée groupe G de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La séance entamée à minuit heure algérienne s'est déroulée en présence de l'ensemble de l'effectif sous la conduite du sélectionneur national et de son staff technique. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Ad24 News et à très bientôt.